Bienvenue sur Ghostly Gazette. Que se passe-t-il lorsque la vie ordinaire prend une tournure surnaturelle? Rejoignez-nous alors que nous explorons 4 histoires glaçantes d'appels inquiétants, de visiteurs mystérieux, d'objets hantés et de messages fantomatiques. Pouvez-vous affronter l'inconnu? Il y a quelques années, mon frère a commencé à vivre quelque chose de vraiment bizarre et terrifiant. Chaque nuit, comme une horloge, son téléphone portable sonnait entre 2 et 3 heures du matin. Au début, il pensait que ce n'était qu'une blague ou peut-être un mauvais numéro. Mais quand il répondait, le son à l'autre bout était différent de tout ce qu'il avait jamais entendu. C'était une cacophonie infernale, un mélange de statique et de ce qui ressemblait à des cris lointains et angoissés. C'était si étrange et dérangeant que cela lui donnait des frissons à chaque fois. Pendant les premières nuits, il a essayé d'ignorer cela, pensant que ça finirait par s'arrêter. Mais les appels ont persisté, chaque nuit sans faute. Après environ 1 mois à endurer ces perturbations nocturnes, il a décidé de changer de numéro de téléphone, espérant que cela mettrait fin à la folie. Pendant environ 1 semaine, il semblait que le cauchemar était terminé. Il pouvait enfin dormir toute la nuit sans cette interruption redoutée. Puis, une nuit, le téléphone a sonné de nouveau à l'heure habituelle. Il a répondu, le cœur battant à tout rompre, et c'était là, le même bruit horrifiant, de la statique mélangée à des cris, comme avant. C'était comme si l'appelant l'avait retrouvé, malgré ses efforts pour y échapper. Il ne pouvait pas comprendre comment cela pouvait arriver. Comment les appels avaient-ils repris alors qu'il avait un tout nouveau numéro? Désespéré de trouver des réponses, il a décidé de rappeler le numéro. L'appel a été connecté à un vieil homme qui semblait confus et n'avait aucune idée de ce dont mon frère parlait. Le vieil homme a insisté qu'il n'avait pas passé d'appel, surtout pas à 1 heure aussi tardive. Mon frère était encore plus perplexe. Si ce n'était pas cet homme âgé, alors qui ou quoi était derrière ces appels? Les appels ont continué nuit après nuit. S'il ne répondait pas, le téléphone sonnait encore et encore, chaque fois lui donnant un sentiment de terreur. Il n'y avait jamais de messages vocaux laissés, juste la sonnerie incessante. Les nuits de mon frère étaient remplies d'anxiété, et le manque de sommeil commençait à lui peser. Il était constamment sur le qui-vive, anticipant le tourment nocturne. Dans une tentative finale d'échapper à ce tourment, il a décidé de mettre fin à son contrat avec son opérateur téléphonique actuel. Il a changé de fournisseur et a pris un nouveau numéro. Cette fois, il espérait que le changement serait permanent, que les appels cesseraient enfin. Pendant quelques jours, cela semblait fonctionner. Il a eu une brève période de répit, où il pouvait dormir paisiblement et commencer à se remettre des nuits sans sommeil. Mais ensuite, le téléphone a sonné de nouveau au milieu de la nuit. La même heure, le même bruit, statique et cri. C'était comme si l'appelant connaissait aucune limite, peu importe les mesures que mon frère prenait pour l'éviter. À ce stade, il était complètement terrifié. La persistance de ces appels était incompréhensible. Il a rappelé le numéro 1 fois de plus, seulement pour atteindre une personne différente qui n'avait également aucune idée de ce dont il parlait. À cette époque, la vie de mon frère a commencé à se dégrader. L'anxiété constante et le manque de sommeil ont affecté ses performances au travail, et il a fini par perdre son emploi. Sans emploi, il ne pouvait plus se permettre de garder son téléphone. Alors, il l'a déconnecté. Finalement, les appels ont cessé, mais seulement parce qu'il n'y avait plus de téléphone pour les recevoir. Pendant un moment, il a trouvé un peu de réconfort dans le silence, mais l'expérience l'avait profondément ébranlé. Puis, un jour, notre mère a reçu un étrange message vocal sur notre téléphone fixe. Elle m'a demandé de l'écouter, et dès que je l'ai entendu, mon sang s'est glacé. C'était la même statique horrible et les cris que mon frère avait décrits. Nous l'avons immédiatement montré à mon frère, et il était visiblement secoué. Son visage est devenu pâle, et il pouvait à peine parler. Il a décidé de rappeler le numéro 1 fois de plus, mais cette fois, la ligne était déconnectée. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles après cela, mais toute l'expérience a laissé une empreinte indélébile sur mon frère. Il était constamment sur ses gardes, méfiant de chaque appel téléphonique, et même nerveux au son d'un téléphone qui sonnait.
C'était comme si les appels avaient imprimé en lui un sentiment permanent de terreur. Il n'a jamais découvert qui ou quoi était derrière ces appels, et le mystère de tout cela l'a hanté pendant longtemps. Des années plus tard, nous parlons encore parfois de ces nuits. Mon frère va beaucoup mieux maintenant, mais il y a une partie de lui qui sera toujours affectée par cette période de sa vie. Les appels ont peut-être cessé, mais le souvenir persiste, une ombre sombre sur une existence autrement ordinaire. Nous n'avons jamais découvert la source de ces appels, ou pourquoi ils visaient mon frère si implacablement. Que ce soit une blague tordue, un problème technique ou quelque chose de beaucoup plus sinistre, nous ne le saurons jamais. Tout ce que nous pouvons faire, c'est aller de l'avant et espérer qu'une telle expérience ne se reproduira jamais. Même maintenant, chaque fois qu'un téléphone sonne tard dans la nuit, une partie de moi ne peut s'empêcher de ressentir un léger frisson de peur, un rappel de ces nuits remplies de statique et de cris. Quand j'étais au lycée, j'ai accepté un job de babysitting pour une famille que je ne connaissais pas. C'était une soirée d'automne froide, et je suis arrivé chez eux juste au moment où le soleil se couchait. La maison elle-même avait une atmosphère étrange. C'était une grande vieille maison, quelque peu désorganisée, avec un assortiment bizarre de décorations. Il y avait des masques particuliers accrochés au mur, leurs yeux sans vie semblant me suivre à travers les pièces. Malgré l'ambiance inquiétante, je me suis rassuré en me disant que ce n'était qu'une maison et que j'avais affronté des choses bien plus effrayantes dans mes marathons de films d'horreur. La famille avait 3 enfants, Gillian, l'aîné de 10 ans, Tommy, qui avait 7 ans, et la petite Cathy, qui avait 5 ans. Les parents m'ont donné un rapide aperçu de leur routine, puis sont partis, me laissant seule avec les enfants. Je me sentais un peu anxieuse, car je ne connaissais pas bien les enfants, et je n'étais pas familière avec l'agencement de la maison. Néanmoins, j'ai fait bonne figure et essayé de tirer le meilleur parti de la situation. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le vent s'élevait à l'extérieur, hurlant à travers les arbres et faisant trembler les fenêtres. Les enfants et moi étions dans le salon, regardant la télé, quand soudain, le courant s'est coupé. La pièce a été plongée dans le noir, et j'ai entendu les enfants commencer à gémir. J'ai tâtonné à la recherche d'une lampe de poche ou de bougie, essayant de rester calme pour eux. La lumière vacillante projetait des ombres inquiétantes sur les murs, rendant les masques encore plus sinistres. Sans la télé pour distraire les enfants, j'ai dû trouver d'autres activités pour les occuper. Nous avons joué à quelques jeux et raconté des histoires, mais l'inconnu de la maison et les décorations étranges rendaient difficile pour moi de me sentir à l'aise. Gillian, toujours curieuse, a commencé à fouiller dans mon sac. J'étais sur le point de lui dire d'arrêter quand elle a sorti mon appareil photo, ses yeux brillants d'excitation. « Est-ce que je peux prendre des photos ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr », ai-je répondu, pensant que cela la tiendrait occupée pendant un moment. Gillian a commencé à prendre des photos autour de la pièce, capturant les expressions amusantes de ses frères et sœurs et l'ambiance effrayante de la maison. Cela a duré environ une demi-heure, ses rires brisant la tension qui s'était installée. Malgré l'environnement inquiétant, nous avons réussi à nous amuser un peu. Finalement, vers minuit 30, les parents sont rentrés à la maison. Ils m'ont remercié d'avoir gardé les enfants et m'ont payé généreusement. Je suis parti précipitamment, impatiente de laisser derrière moi cette maison étrange et de retrouver le confort de ma propre maison. Les événements de la soirée sont restés avec moi, mais j'ai essayé de les balayer comme juste une autre aventure de babysitting. Le lendemain matin, je me suis rappelé la session photo improvisée de Gillian et j'ai décidé de regarder les photos sur mon appareil. J'ai parcouru les images, souriant aux expressions loufoques des enfants et à la manière dont ils avaient réussi à s'amuser malgré la panne de courant. Mais en regardant de plus près les photos, mon sourire s'est estompé, remplacé par un sentiment croissant de malaise. À l'arrière-plan de plusieurs photos, partiellement obscurcies par les rideaux et l'obscurité, se trouvait la silhouette indubitable d'un homme. Il se tenait dehors, près de la porte vitrée qui menait au jardin, son visage pressé contre la vitre, alors qu'il regardait à l'intérieur de la maison. Il était là dans chaque photo que Gillian avait prise, une présence silencieuse et menaçante qui était passée inaperçue à l'époque.
Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais les implications. Cet homme nous avait regardés tout le temps, cachés dans les ombres. J'ai immédiatement appelé la famille pour les informer de ce que j'avais découvert. La mère a répondu au téléphone et j'ai pu entendre la panique dans sa voix alors que je lui expliquais ce que j'avais vu sur les photos. Elle m'a remercié de l'avoir prévenu et m'a assuré qu'ils appelleraient la police. J'ai passé le reste de la journée sous le choc, repassant en boucle les événements de la nuit précédente dans ma tête. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'image de l'homme à la porte, ses yeux fixés sur nous pendant que nous vaquillions à nos occupations, inconscients de sa présence. C'était un rappel glaçant de notre vulnérabilité, même dans ce que nous croyons être la sécurité de notre propre maison. La famille m'a informé plus tard que la police était venue et avait fouillé les lieux. Mais ils n'ont trouvé aucune trace de l'homme. Les photos étaient leur seule preuve, et bien qu'elles soient inquiétantes, elles ne fournissaient aucun indice concret sur qui était cet homme ou quelles étaient ses intentions. Les parents étaient compréhensiblement secoués et ont pris des mesures de sécurité supplémentaires pour assurer la sécurité de leur maison. Quant à moi, l'expérience a laissé une empreinte durable. J'ai continué à faire du babysitting, mais j'étais beaucoup plus prudente et vigilante. Le souvenir de cette nuit, avec sa maison étrange, ses masques bizarres et l'homme mystérieux qui nous observait dans l'ombre, est resté avec moi pendant longtemps. Cela m'a rappelé brutalement que parfois, les choses qui font du bruit dans la nuit sont bien réelles. Quand j'étais plus jeune, j'avais un ami imaginaire qui vivait dans une immense commode antique dans ma chambre. C'était un meuble ancien et orné, dont le bois était assombri par le temps et décoré de sculptures complexes. Pour mes yeux d'enfant, cela semblait être la maison parfaite pour un ami magique. Mon compagnon imaginaire et moi passions des heures ensemble. Je me souviens vivement de lui me racontant des histoires, bien que maintenant, je ne me souvienne plus de ce qu'elles étaient. Les détails de nos conversations se sont perdus avec le temps, mais la présence de mon ami était aussi réelle pour moi que n'importe lequel de mes autres camarades de jeu. Un soir, j'ai mentionné par hasard mon ami de la commode à mes parents. Mon père, qui voyageait fréquemment pour le travail et n'était pas toujours au courant de mes derniers centres d'intérêt, a montré une curiosité particulière. Quand j'ai commencé à décrire mon ami, il m'a demandé son nom. C'était quelque chose d'innocent, comme Peter ou Patrick. Je me rappelle encore le visage de mon père quand je lui ai dit le nom. Il est devenu blanc comme un linge, son calme habituel remplacé par un air de pur choc. En voyant la réaction de mon père, ma mère avait aussi l'air inquiète. Ils ont échangé des regards et j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas, bien que je ne comprenais pas quoi. Mon père m'a demandé de dessiner un portrait de Peter ou Patrick et j'ai fait de mon mieux pour capturer l'apparence de mon ami imaginaire sur papier. Dès que j'ai terminé, mon père a pris le dessin et j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. Le lendemain, mon père et mon oncle sont venus dans ma chambre avec un sentiment d'urgence. Ils ont déplacé la lourde commode hors de ma chambre, peinant sous son poids, et l'ont transportée dans le jardin. Je les ai regardés, perplexes, alors qu'ils la mettaient en feu. Les flammes ont consumé le vieux bois, les sculptures et les souvenirs que j'avais de mon ami imaginaire. Je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient cela, et leurs expressions solennelles n'ont fait qu'ajouter à ma confusion. Ils ne m'ont pas offert d'explication, et je ne savais pas quoi demander. Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai appris la vérité derrière leurs actions. Mon père m'a finalement assis et m'a raconté une histoire de sa propre enfance, une qui ressemblait étrangement à la mienne. Il a révélé que son petit frère, mon oncle, avait aussi eu un ami imaginaire du même nom qui vivait dans la même commode antique. Tout comme moi, mon oncle avait passé des heures à parler à son ami de la commode, partageant des secrets et des histoires. Cependant, l'expérience de mon oncle avait pris une tournure plus sombre. Après quelques mois de ce que mes grands-parents avaient écarté comme un comportement typique d'amis imaginaires, mon oncle a commencé à avoir des terreurs nocturnes sévères. Il se réveillait en hurlant au milieu de la nuit, trempé de sueur, le visage déformé par la peur. Il insistait que Peter ou Patrick en étaient responsables, que son ami imaginaire n'était plus seulement un compagnon inoffensif, mais une source de terreur. Les terreurs nocturnes ont empiré, et mon oncle ne pouvait plus dormir. Il est devenu anxieux et renfermé.
et mes grands-parents étaient à bout de nerfs. Finalement, ils l'ont déplacé de sa chambre, espérant qu'un changement d'environnement aiderait. Il a fallu du temps, mais mon oncle a lentement commencé à se rétablir. Les terreurs nocturnes se sont atténuées et il a pu dormir paisiblement à nouveau. La commode, cependant, est restée dans la maison, témoin silencieux des événements troublants. Quand mon père a vu les dessins et m'a entendu mentionner le nom, tous ses souvenirs sont revenus en force. Ils ne pouvaient pas laisser l'histoire se répéter. Brûler la commode était leur façon de s'assurer que quoi que ce soit qui la hantait était définitivement parti, qu'ils n'auraient pas la chance de tourmenter un autre enfant de la famille. Même maintenant, en tant qu'adulte, je repense à ces jours avec un mélange de nostalgie et de malaise. Les souvenirs de mon ami imaginaire sont flous, éclipsés par la connaissance de ce que mon oncle a vécu. La commode antique est depuis longtemps partie, mais les histoires et la peur qu'elle a inspirées subsistent. Il y a quelques années, une tragédie a frappé notre famille lorsque l'oncle de ma femme, Bob, originaire de Floride, a été tué dans un accident de voiture. Il conduisait jusqu'en Illinois pour rendre visite à sa famille pour la fête des pères, un voyage qu'il faisait chaque année avec beaucoup d'enthousiasme. L'oncle Bob était une figure aimée, connue pour son rire franc et son cœur chaleureux, et sa mort soudaine a jeté une ombre sombre sur notre famille. À l'époque, ma fille aînée avait quelques jours seulement avant son 3e anniversaire. C'était une enfant brillante et joyeuse, toujours curieuse du monde qui l'entourait. Vu son jeune âge, nous avons décidé de ne pas lui parler de l'accident de l'oncle Bob. Nous ne voulions pas la perturber, donc personne n'en a parlé devant elle, et nous avons tous essayé d'agir aussi normalement que possible, malgré nos cœurs lourds. Environ 2 jours après la mort de l'oncle Bob, quelque chose de bizarre s'est passé, que je trouve toujours difficile à expliquer. C'était un après-midi ordinaire, et j'étais dans le salon quand j'ai entendu ma fille parler dans la cuisine. Ça ressemblait à une conversation animée, ce qui m'a semblé étrange puisque je savais qu'elle était seule. Curieux, je suis entré dans la cuisine et je l'ai trouvée debout près du lave-vaisselle, en train de parler. La scène était étrange dans sa normalité. Là, elle était, ma petite fille, en train de parler avec enthousiasme à ce qui semblait être le vide. Je lui ai doucement demandé à qui elle parlait, m'attendant à ce qu'elle me dise qu'elle jouait avec l'un de ses amis imaginaires. « Bob », répondit-elle avec assurance, en tournant ses yeux brillants vers moi. Le nom m'a donné des frissons. Je lui ai demandé qui était Bob, et elle a décrit l'oncle de ma femme avec une précision surprenante. Elle a mentionné ses yeux gentils et la façon dont il portait toujours une casquette de baseball, des détails qu'elle ne pouvait pas connaître. L'oncle Bob était décédé quand elle était très jeune, et nous n'avions pas de photos de lui dans la maison. Elle ne l'avait jamais rencontré et n'avait certainement aucun moyen de savoir à quoi il ressemblait. Essayant de garder ma voix stable, je lui ai demandé ce que Bob avait dit. Elle m'a regardé avec le sérieux innocent que seul un enfant peut avoir et a dit « Bob dit qu'il n'est pas prêt à partir encore ». J'étais stupéfait. Mon esprit a couru alors que j'essayais de comprendre ce qu'elle venait de me dire. Voilà ma fille, qui n'avait aucune connaissance de l'oncle Bob ou de sa mort, communiquant apparemment avec lui. C'était comme si l'esprit de Bob avait tendu la main vers elle dans son temps d'agitation. Je ne savais pas quoi en penser, mais la sincérité dans ses yeux me disait qu'elle croyait chaque mot qu'elle disait. Plus tard dans la soirée, j'ai partagé l'incident avec ma femme. Elle était tout aussi choquée et émue. Nous avons tous deux trouvé cela troublant mais étrangement réconfortant de penser que Bob pourrait essayer de communiquer depuis l'au-delà. L'idée qu'il n'était pas prêt à quitter ce monde et avait choisi notre fille comme canal pour son message était à la fois incroyable et terrifiante. Les jours se sont transformés en semaines et le souvenir de cette conversation a persisté. Ma fille n'a jamais mentionné Bob à nouveau et avec le temps, la brutalité de sa mort a commencé à s'estomper. Cependant, l'expérience a laissé une impression durable sur nous. Nous espérions que l'oncle Bob avait trouvé la paix et que ses affaires inachevées, quoi qu'elles fussent, avaient été résolues. Parfois, dans les moments calmes du soir, je me retrouve à penser à ce jour-là. Je m'interroge sur les mystères de la vie et de la mort,
et sur le voile mince qui sépare les deux. L'idée qu'un être cher puisse tendre la main depuis l'autre côté à un enfant, non entaché par le scepticisme, est à la fois réconfortante et troublante. J'espère souvent que l'oncle Bob a pu passer à autre chose, que son esprit a trouvé la paix qu'il cherchait. L'expérience m'a rendu plus ouvert à la possibilité que nos proches puissent encore être avec nous, veillant sur nous, et parfois, juste peut-être, nous parlant à travers les voix innocentes de nos enfants. Quand j'étais enfant, ma famille a loué une cabane dans les bois pour l'été. Une nuit, je me suis réveillé au son de quelqu'un chuchotant mon nom. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une silhouette debout près de la fenêtre, partiellement éclairée par la lumière de la lune. C'était une femme en vêtements anciens, son visage pâle et triste. Elle pointait vers la forêt, puis a disparu. Le lendemain, j'ai raconté cela à mes parents, et ils ont écarté ça comme un rêve. Des années plus tard, j'ai découvert que la cabane appartenait autrefois à une femme qui avait mystérieusement disparu. Les habitants pensaient qu'elle cherchait son enfant perdu, qui avait disparu dans la forêt. Je me demande encore si elle essayait de me guider vers lui. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'inexpliqué. Si vous avez apprécié ces récits troublants, n'oubliez pas de vous abonner à Ghostly Gazette pour plus de mystères et d'expériences fantomatiques. Jusqu'à la prochaine fois, que vous puissiez naviguer dans les ombres avec courage et curiosité.